Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui a l'air toute simple. Au fond, c'est quoi un commerçant? Dans la vie de tous les jours, on a tous une petite idée. Mais attention, en droit français, la définition est beaucoup plus précise. Alors, on va décortiller ça ensemble pour voir ce que la loi nous dit vraiment. On a souvent ce réflexe de penser que dès qu'on vend quelque chose, hop, on est commerçant. Eh bien, pas vraiment, hein. Le droit, lui, a sa propre grille de lecture, ses propres critères bien définis. Alors, prêt à découvrir qui est vraiment considéré comme un commerçant aux yeux de la loi? Et voilà, tout part de là, de cette phrase tirée de l'article L 121.1 du Code de commerce. Ça a l'air court, direct, mais en réalité, chaque mot est pesé. Cet article pose les deux premiers piliers de la définition. Mais on va voir que la pratique des tribunaux en a ajouté un troisième qui est tout aussi indispensable. Allez, on entre dans le vif du sujet. Cette petite phrase cache en fait une sorte de formule en 3 temps. 3 conditions qui doivent absolument être réunies en même temps. S'il en manque une seule, eh bien la personne n'est pas un commerçant. C'est aussi simple et aussi strict que ça. Retenez bien ce chiffre. 3. Ce ne sont pas des options, ce sont des conditions cumulatives. Elles sont vraiment indissociables pour pouvoir prétendre au statut de commerçant. Voilà notre plan de bataille. D'abord, on va regarder la nature de l'activité. Qu'est-ce qu'un acte de commerce? Ensuite, on s'intéresse à la régularité, la profession habituelle et pour finir, le statut de la personne, l'indépendance. On va prendre ces étapes une par une. La toute première marche, c'est donc l'acte de commerce. Attention, il ne s'agit pas de n'importe quelle vente ou de n'importe quel service. Le Code de commerce donne une liste bien précise de ces activités. L'exemple le plus connu, le plus classique, c'est l'achat de marchandises dans le but de les revendre plus cher pour faire un bénéfice. C'est vraiment le cœur du réacteur de l'activité commerciale. Deuxième condition qui a en fait deux facettes. D'abord, le côté habituel. Ça veut dire que l'activité doit se répéter. Ce n'est pas un coup d'un soir. Vendre sa vieille voiture sur un site d'annonce, ça ne fait pas de nous un commerçant. Et puis, il y a le côté profession. L'activité doit être faite pour gagner sa vie, pour en tirer un revenu. C'est le gagne-pain principal ou du moins une source de revenus importante. Et on arrive à la troisième condition, celle qui a été ajoutée par les juges et qui est absolument fondamentale, l'indépendance. Pour être commerçant, il faut être son propre patron. On agit en son nom, pour son propre compte. Et surtout, on assume seul les risques financiers de son activité. Il n'y a aucun lien de subordination, aucun chef au-dessus. Pour bien comprendre cette idée d'indépendance, le plus simple, c'est de regarder qui est exclu. Par exemple, un salarié, même s'il est directeur commercial d'une grande boîte, n'est pas un commerçant. Pourquoi? Parce qu'il a un contrat de travail, un patron. C'est exactement la même logique pour les agents commerciaux ou les VRP. Ils agissent pour le compte d'une autre entreprise, ils ne sont pas à leur compte. Parfois, la meilleure façon de comprendre ce qu'est une chose, c'est de regarder ce qu'elle n'est pas. Et le droit français est très clair là-dessus. Il distingue nettement le commerçant d'autres grandes familles de professionnels, comme les artisans, les agriculteurs ou encore les professions libérales. Ce tableau résume tout parfaitement. Le commerçant, son truc, c'est d'acheter pour revendre. C'est la spéculation. L'artisan, lui, sa valeur ajoutée, c'est son savoir-faire, son travail manuel. L'agriculteur, il gère un cycle du vivant, que ce soit les plantes ou les animaux. Et enfin, le professionnel libéral, il vend une compétence intellectuelle, comme un médecin ou un avocat. On a bien là 4 mondes différents avec des règles et des logiques qui leur sont propres. Bon, imaginons qu'une personne coche les 3 cases. Acte de commerce, de manière habituelle et indépendante. Est-ce que ça suffit? Eh bien, pas encore tout à fait. Il y a encore quelques vérifications à faire, notamment sur sa capacité juridique. En principe, la règle est simple. Pour être commerçant, il faut être majeur et ne pas être sous un régime de protection. Pour un mineur, même émancipé, il faudra une autorisation spéciale du juge. Et pour les majeurs protégés, par exemple sous tutelle ou curatelle, c'est plus compliqué. Leur capacité à faire du commerce est souvent limitée pour les protégés. On termine avec une petite subtilité juridique, mais qui a toute son importance. Il ne faut surtout pas confondre ce qu'on appelle les incompatibilités et les interdictions. Ça se ressemble, mais ce n'est pas du tout la même chose. La grande différence, c'est l'objectif. L'incompatibilité, c'est une mesure de protection. On interdit à un fonctionnaire ou à un avocat d'être commerçant pour garantir son impartialité, pour éviter les conflits d'intérêts. L'interdiction, par contre, c'est une punition. C'est une sanction qui vise une personne qui a commis une infraction grave, comme une escroquerie, pour l'empêcher d'exercer dans le monde des affaires. Allez, un petit récapitulatif pour être sûr que tout est clair. Pour être commerçant, il faut la fameuse trinité des actes de commerce, faits de manière habituelle et en toute indépendance. Il faut bien le distinguer de l'artisan, de l'agriculteur et du professionnel libéral, qui ont d'autres logiques. Et enfin, souvenons-nous que l'incompatibilité protège une fonction, alors que l'interdiction sanctionne une personne.
Et on finit sur une question un peu plus large. Avec tous les nouveaux métiers qui apparaissent, les freelances, les créateurs de contenu sur Internet, les influenceurs, est-ce que ces vieilles catégories juridiques sont toujours aussi pertinentes? Est-ce que la frontière entre le commerce, l'artisanat et la prestation de services n'est pas en train de devenir de plus en plus floue? C'est sans doute un des grands défis pour le droit de demain. Voilà qui donne à réfléchir.